Bonjour Lies, je m'appelle Arnaud de Saint-Rémy pour nos auditeurs. Lies Loufoque, très heureux de te retrouver Lies chez Lexbase. On va parler d'un sujet que tu connais bien puisque c'est le sujet de la présence de l'avocat aux côtés de l'enfant tout au long des procédures qui le concernent. Parce que toi, tu as un parcours particulier que tu vas nous expliquer et qui malheureusement n'a pas permis de pouvoir être accompagné comme tu l'aurais souhaité. Alors peux-tu nous expliquer ça ? Salut Arnaud, oui tu as raison, j'ai eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance pendant 18 ans, j'ai été placé à ma naissance parce que ma mère biologique est atteinte d'une maladie mentale assez grave et j'ai été de famille d'accueil en foyer, en famille d'accueil en foyer. J'ai quitté le système d'aide sociale à l'enfance à ma majorité. J'ai eu la chance, moi, contrairement à d'autres, de ne pas être à la rue à cette période-là. Mais j'ai eu un parcours quand même assez compliqué. Je suis tombé dans de très bonnes familles d'accueil ou dans de très mauvaises familles d'accueil. Et j'ai été également dans plusieurs foyers, dont des MEX, des maisons d'enfants à caractère social ou des foyers de rupture, dans lesquels je n'ai pas toujours eu de très bonnes expériences. Et c'est vrai que je n'ai pas eu cette chance, moi, d'être accompagné par un avocat durant ma minorité, alors que je pense que si ça avait été le cas, les choses auraient été bien différentes, puisque j'aurais pu faire valoir mes droits, mais j'aurais aussi pu faire part des difficultés que je rencontrais dans le cadre de mon placement, notamment vis-à-vis de l'aide sociale à l'enfance. Oui, parce que alors, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il y a quand même des textes internationaux. Il y a la Convention internationale des droits de l'enfant qui prévoit que le mineur, alors discernant, et c'est tout un débat sur la notion de discernement, doit pouvoir exprimer ses opinions et doit pouvoir être entendu dans le cadre des procédures qui le concernent. Et d'ailleurs, il y a des dispositions de la loi française qui prévoit que dans toutes les procédures le concernant, l'enfant peut demander à être accompagné d'un avocat. Alors, comment se fait-il que toi, alors qu'il y a ces textes internationaux qui existent, qu'il y a des règles dans le code de procédure civile, l'article 186 en particulier, tu n'aies pas bénéficié de la présence d'un avocat ? Tout simplement parce que je ne savais pas que c'était possible. Tu savais pas. Mais alors, ça veut dire que le juge des enfants ne te l'a pas expliqué ? Non, alors moi j'avais en plus cette particularité pendant 18 ans d'avoir des audiences de renouvellement de placement tous les 2 ans. Donc ça a toujours été des moments très, très angoissants, très lourds, parce qu'on ne sait jamais finalement ce qui va nous tomber dessus. Il y a toujours cette crainte d'être envoyé chez des parents, soit qu'on ne connaît pas, soit qui peuvent être dangereux pour nous, et on peut le voir quand on les rencontre en visite médiatisée, tel que ça a été mon cas. Mais à aucun moment, non, il m'a été dit que je pouvais bénéficier de la présence d'un avocat à mes côtés. Et ça, je l'ai découvert vraiment bien plus tard à la sortie, à la sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance. Quand tu étais majeur ? Ouais. Ah ouais. Quand j'ai commencé à me renseigner, à militer aussi. Ouais. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, pendant toute mon enfance, je ne savais pas que les enfants placés pouvaient avoir un avocat auprès d'eux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, moi et d'autres, on milite pour que cette présence, elle soit obligatoire, en tout cas systématique, que la proposition d'un avocat soit obligatoire et systématique, parce qu'en fait, beaucoup d'enfants placés à aide sociale à l'enfance de ma génération, alors c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, même si... En tant qu'éducateur spécialisé, je peux constater que beaucoup d'enfants placés encore actuellement ne connaissent pas ce droit-là, n'ont pas pu bénéficier de la présence d'un avocat. Et je pense que dans bien des situations, ça aurait été nécessaire. Par exemple, moi qui ai connu 18 ans de placement, j'ai été amené à changer très souvent de lieu de placement. Alors tu me diras que pendant les audiences de renouvellement de placement, je pouvais faire part de mes désirs, de mes souhaits et de ce que moi j'aurais souhaité pour moi-même dans les lieux qui allaient m'accueillir. Et d'ailleurs, souvent, j'en faisais part au juge des enfants en disant je ne veux pas aller en foyer, je préférerais aller en famille d'accueil. Bon, après, ça n'a pas toujours été pris en compte, malheureusement. Mais si j'avais eu un avocat, peut-être que les choses auraient pu se passer autrement. Par exemple, les enfants ont un droit de faire appel des décisions de justice qui les concernent. Et ce droit d'appel, moi, je ne l'ai jamais, mis en œuvre. Ouais. Ah oui, je l'aurais exercé. Alors, tu sais quoi, je l'aurais exercé tous les 2 ans. Tous les 2 ans ? Tous les 2 ans. Ouais. Je pense que vu ma personnalité et vu les désaccords que je pouvais avoir sur les choix qui avaient été faits
pour moi, pendant mon enfance, ouais. Je pense qu'à mon avis, tous les 2 ans, j'aurais fait appel des Mais décisions. dis donc, Lies, ce qui me surprend, c'est qu'il y a plusieurs acteurs autour de toi durant tout ce parcours judiciaire d'assistance éducative. Il y a précisément des éducateurs, il y a le juge des enfants, le greffier le cas échéant, il y a des avocats. Les parents peuvent avoir aussi des avocats. Et aucun de ces acteurs ne t'ont dit à un moment donné, Lies, tu sais, au fait, si tu n'es pas d'accord, tu as non seulement le droit de faire appel, et puis si tu ne sais pas comment on fait, le droit de demander un avocat. Non, moi, on m'en a pas parlé. Après, j'ai souvent ressenti, alors ça dépendait un peu de quel éducateur allait s'occuper de moi, parce qu'il y a aussi un turnover qui fait qu'on a rarement les mêmes d'audience en audience, tout comme on a rarement le même juge d'audience en audience. Moi, je me souviens pas avoir eu sur 4 ans ou sur 6 ans le même juge des enfants qui me connaissait et qui s'occupait de moi depuis un certain nombre d'années. Donc c'est souvent les éducateurs en fonction de leur profil qui assumaient ce rôle-là en quelque sorte, à porter ma parole ou en tout cas à essayer de le faire, même s'ils étaient pris dans d'autres considérations parfois, puisque c'est aussi une des choses que moi j'ai beaucoup noté dans mon parcours, c'est que les intérêts étaient extrêmement divergents entre les miens, ceux de ma mère, les miens et ceux de l'aide sociale à l'enfance. Tu vois, il y a un truc que moi j'ai jamais compris par exemple et que je continue de ne pas comprendre, c'est pourquoi alors que ma mère biologique était malade mentale et sous tutelle, donc on va dire au regard de la société irresponsable d'elle-même et de ses actes, pouvait conserver l'autorité parentale. Et moi il y a toujours eu cette frustration-là, par exemple de ne jamais avoir été adoptée par ma première famille d'accueil. J'ai été adoptée par ma première famille d'accueil, alors qu'elle en avait fait la demande et que c'était quelque chose qui aurait pu lui satisfaire, lui convenir, et à moi aussi. Et je me dis que, tu vois, si à cette époque, j'avais eu un avocat très tôt dans mon parcours à l'association enfance, donc avant l'âge de 3 ans, peut-être que cette question, elle aurait aussi pu être soulevée au regard de l'incapacité de ma mère à pouvoir remplir son rôle parental, par exemple. Oui, d'autant qu'en plus de ça, l'avocat, il peut prendre l'initiative justement de déposer une requête visant au retrait de l'autorité parentale, surtout lorsqu'il y a un parent qui est complètement défaillant, qui est absent, qui ne participe plus aux visites, qui n'exprime plus les différents devoirs qui sont les siens au titre de l'autorité parentale, voire même qui fait l'inverse, qui refuse, parce que ça arrive, hein, j'imagine que tu l'as vu et que tu le vois encore dans les situations où tu as des parents qui refusent purement et simplement par mesure de représailles, d'exercice abusif de l'autorité parentale, de signer par exemple des autorisations. Complètement. Moi, tu vois, par exemple, ce matin, j'étais en rendez-vous avec des enfants qui ont été victimes de maltraitance de la part de leurs 2 parents et qui, encore aujourd'hui, refusent, par exemple, des autorisations de sortie pour aller au zoo. Juste au zoo. Bah, tu sais, moi, alors, je leur ai posé la question, mais pourquoi maman ou papa vous refusent ça? Et évidemment, ils ne savent pas. Alors, après, ils se disent, c'est peut-être parce qu'on a révélé des trucs dans notre famille qui fait que, pour nous embêter, voilà leur manière de nous réprimander. Encore. Oui, c'est possible. Moi, je sais que par exemple, quand j'étais enfant, tout ce qui était classe verte, sortie scolaire, c'était quand même très compliqué. Et d'ailleurs, c'est ce qui aujourd'hui peut peser le plus, je crois, sur les épaules d'un enfant placé. C'est cette sensation de toujours grandir dans les marges, d'être différent de nos camarades d'école, par exemple, d'être dans un système très administratif, très protocolaire, où chaque chose doit nécessiter une autorisation, qui elle-même doit nécessiter plusieurs semaines d'anticipation. Tu vois, un truc tout bête, par exemple, fêter un anniversaire et être invité un week-end chez des camarades d'école, c'est le parcours du combattant pour pouvoir faire en sorte que ce soit réalisable, parce qu'il faut attendre la prochaine visite médiatisée avec les parents, tenter de les convaincre de signer cette autorisation, et puis s'ils ne se pointent pas à la visite médiatisée, il n'y a tout simplement pas de signature, donc il n'y a tout simplement pas de week-end avec les copains. Et ça, c'est autant d'éléments et autant de choses dans la vie d'un enfant qui vivrait dans sa famille, qui pour les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance est extrêmement compliqué et les prive de tout un volet de sociabilisation avec d'autres qui pourtant seraient fondamentales dans leur développement.
Moi, il y a autre chose qui m'avait particulièrement marqué pendant mon enfance, et c'est là où je pense que les intérêts étaient peut-être les plus divergents avec l'aide sociale à l'enfance. C'est que moi, les visites médiatisées avec ma mère biologique se passaient jamais bien. Elle est malade, c'est pas de sa faute, mais du coup, à chaque fois, j'avais peur. Je voyais une femme qui était en train de décompenser, qui pleurait beaucoup, qui criait, qui passait par plein d'émotions différentes. Et moi, c'était des choses qui m'angoissaient profondément. Donc, quand je rentrais de ces visites-là, par exemple, ma famille d'accueil me récupérait vraiment en miettes, quoi. Il me fallait plusieurs semaines pour m'en remettre. Et j'avais formulé le vœu à plusieurs reprises, justement, auprès de mon éducatrice, de ne plus la voir, parce que je savais pas. Et ça n'a pas été entendu. Mais non, jamais. Et en plus, j'avais même formulé cette demande en audience, parce que je me souviens que mon éducatrice m'a dit à ce moment-là, tu auras ton audience devant le juge l'année prochaine, il faudra que tu en parles à ton juge. Donc évidemment, je l'ai fait, j'en ai parlé à mon juge, mon éducatrice m'a soutenu. La décision n'a pas été prise de suspendre ces visites médiatisées. En revanche, le juge a décidé de les espacer. Donc plutôt que de la voir une fois toutes les 2 semaines, je la voyais une fois par mois. Mais malgré tout, ça ne correspondait pas à ce dont moi j'avais envie et à ma propre temporalité dans la relation que je pouvais entretenir avec elle. Et tu vois, si j'avais eu un avocat à ce moment-là, je pense que je me serais battu et mon avocat se serait battu pour la défense de tes intérêts. Exactement, pour faire en sorte que cette demande, elle soit réellement prise en compte et qu'elle se traduise par non pas davantage de droits pour ma mère qui a obtenu ses droits de visite, mais davantage de droits pour moi et que ma parole soit entendue, écoutée, respectée et prise en compte. Oui, parce qu'on nous dit souvent que le juge est celui qui va assurer la protection des intérêts de l'enfant. Mais il y a protection et défense des intérêts de l'enfant. Ce sont deux notions qui sont un peu différentes quand même. Et les avocats, et je t'entends aller dans le même sens que nous, on est des défenseurs. Et on est là pour être les porte-parole d'une voix qui parfois a de la peine à s'entendre. Toi, tu as du caractère, mais combien d'enfants n'osent pas d'abord parler à un adulte, c'est compliqué, et puis parler à un juge, c'est compliqué, et dans surtout un décorum qui peut être aussi très compliqué, avec les éducateurs dont on sait qu'on peut aussi avoir des commentaires derrière voilà. Donc c'est compliqué. Et quand il y a un adulte ami à côté de soi qui est un avocat avec lequel on a créé un lien de confiance, pour peu qu'il y ait effectivement ce lien de confiance, alors là on peut s'appuyer sur lui. Et puis en plus le moment de l'audience, le moment qui est le plus décisif finalement dans la vie d'un enfant placé, puisque c'est là où tout va se jouer, va se décider. Est-ce que tu restes placé ou est-ce que tu rentres chez toi? Est-ce que tes parents vont avoir des droits de visite et d'hébergement ou est-ce qu'au contraire ils ne vont pas en avoir? Est-ce que tu vas plutôt être en famille d'accueil ou est-ce que tu vas plutôt être en foyer? Enfin je veux dire, c'est 30 minutes dans la vie d'un enfant, une fois tous les 2 ans ou une fois par an, où finalement son avenir va se jouer. Et c'est des moments en effet qui sont extrêmement chargés émotionnellement, parce que déjà il faut gérer la pression d'avoir ses parents à côté de soi, qui eux-mêmes peuvent être extrêmement chamboulés par tu l'as dit, le décorum, la pression qui l'accompagne, des éducateurs qui n'ont pas forcément toujours l'habitude aussi de défendre, ou en tout cas de porter la parole d'un enfant face à un magistrat. C'est 2 mondes qui doivent collaborer, mais qui finalement ont quand même peu d'occasions de se rencontrer au quotidien. Et à côté de ça, l'enfant, et donc qui lui doit faire en sorte d'exister dans ce processus-là. Moi, je me souviens que pendant les audiences, c'était très difficile de pouvoir prendre la parole, même si j'ai un fort caractère, il y a toujours cette crainte, cette appréhension de faire un faux pas, d'avoir un propos qui pourrait être mal interprété et qui pourrait se retourner contre nous. Donc c'est vrai que si l'avocat était présent, ça permettrait déjà de préparer ces audiences, mais ça permettrait aussi d'avoir quelqu'un qui dise ce que nous ne pouvons pas dire parce qu'il y a cette crainte d'attaquer ses parents, de les rendre tristes. Oui, puis j'allais dire, ça déculpabilise le discours de l'enfant. Complètement. Et tu le vois chez les enfants d'ailleurs qui gardent... Enfin moi, le peu d'enfants que je connais et qui ont un avocat auprès d'eux depuis longtemps, ils gardent la carte de visite de leur avocat très précieusement parce qu'ils l'identifient justement comme cet interlocuteur fiable, comme cet interlocuteur qui est à leur côté et uniquement à leur côté, et là dans le seul but de défendre leurs intérêts. Donc c'est l'adulte sur qui on peut compter quoi qu'il arrive. Un éducateur, on peut compter dessus à certains moments de notre vie, de notre enfance, de notre parcours, mais pas pour tout et pas sur tout. Je veux dire, il dépend d'une institution et après il y a des choix qui s'opèrent. Tu vois, il y a un autre truc moi qui m'a particulièrement marqué dans les audiences, c'est que c'était
c'était l'éducatrice de l'aide sociale à l'enfance qui m'accompagnait à ces audiences, alors que moi, j'étais placé en famille d'accueil. Et ma famille d'accueil, elle n'a jamais été reçue dans le bureau du juge. Jamais, mais jamais. Et pour autant, c'est elle qui passait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec moi. C'est elle qui me connaissait le mieux. C'est elle qui voyait dans quel état je rentrais quand j'étais en visite médiatisée avec ma mère. Donc c'est elle qui aurait pu attester de ce que les droits qu'on avait conférés à ma mère pouvaient avoir comme conséquence sur moi-même. Et on n'a pas entendu sa parole à elle. Et je me dis, s'il y avait un avocat, il aurait aussi pu prendre attache avec ma famille d'accueil pour essayer d'affiner ses arguments et sa plaidoirie dans mon intérêt. Et oui, parce que dans les rapports qui sont transmis, des rapports d'évolution, des notes intermédiaires, souvent, évidemment, on recueille la parole des familles d'accueil, de la famille, s'il y en a une, mais ça n'est pas un propos direct, c'est toujours un propos indirect et retranscrit. Et parfois, ça peut être mal interprété, mal compris, donc mal retranscrit. Et ce qui peut être intéressant, c'est effectivement, lorsque l'avocat il intervient, il a accès au dossier. Donc il a accès, on lui notifie les rapports, pour peu qu'ils soient notifiés suffisamment de temps à l'avance, parce que ça c'est aussi une problématique liée à peut-être une surcharge de travail, un manque de moyens récurrent. Les rapports ne sont pas forcément transmis en temps et en heure. On les découvre parfois même à l'audience. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Et donc on n'a pas le temps de les mûrir, on n'a pas le temps de pouvoir réagir et d'apporter, le cas échéant, des éléments contradictoires. Contradictoires en ce sens du respect du principe du contradictoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un droit fondamental dont on ne t'a jamais probablement parlé non plus, c'est que le mineur peut avoir accès au dossier. Absolument. Alors, soit en présence de ses parents, d'un tiers, de l'administrateur ad hoc et de son avocat. Oui. Et ça, personne ne te l'a dit. Non, donc moi j'ai eu la chance quand même en tout cas j'ai fait la demande auprès du greffe du tribunal duquel je dépendais de le consulter, mais à ma majorité, à l'âge adulte. Et c'est vrai que l'aide sociale à l'enfance, j'avais fait la demande mineure. Parce que moi, j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait dans les écrits, j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait dans ce dossier. Parce qu'on sait qu'il existe, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, en fait. Et moi, j'avais formulé cette demande, je crois, vers l'âge de 15-16 ans. Et l'aide sociale à l'enfance m'avait dit « Ah bah oui, mais il faut que ta mère soit d'accord et il faut qu'elle t'accompagne, justement. » Mais à aucun moment, on m'a dit que je pouvais le faire avec l'aide d'un avocat. Oui, on t'avait dit que ta mère devait être présente, ce qui est pas le texte. Non, bien sûr. Le texte permet de le faire avec une fois encore son Et d'ailleurs, tu vois, l'autre intérêt sur les écrits, c'est que moi, ça a moins été mon cas, mais pour d'autres enfants placés qui sont adultes aujourd'hui, avec qui moi je peux échanger, il y a dans des rapports parfois des propos et des termes qu'on a, même adulte, énormément de difficultés à comprendre. Et l'avocat peut avoir ce rôle aussi de veiller à ce que dans les écrits qui soient transmis au juge des enfants, que chacun respecte bien le cadre de son action, qu'on ne fasse pas de jugement sur les aspects médicaux. Il y a eu, si une fois dans un rapport, j'avais lu texto, je cite, « La mère de l'IS est folle ». Moi, ça me surprend pas parce que je sais qu'elle est folle. Mais qu'une éducatrice le mette et l'écrive noir sur blanc dans un rapport destiné à un juge des enfants, ça a un caractère extrêmement choquant en fait quand on y réfléchit. Et l'avocat, il peut aussi veiller à ce que dans le cadre des écrits qui soient transmis, ces écrits soient les plus respectueux possibles des individus, quels qu'ils soient, que ce soit l'enfant ou les parents d'ailleurs. Donc il y a une multitude de facettes. Mais moi, je pense que le rôle primordial de l'avocat, là où pour moi ça aurait eu le plus d'intérêt, c'est dans la prévention des violences institutionnelles dans le cadre de la prise en charge à l'aide sociale à l'enfance. Tu vois, quand tu es en foyer par exemple, que tu peux subir des maltraitances, qui a été mon cas, de la part d'autres enfants comme de la part de professionnels, il y a peu de personnes vers qui on peut se tourner pour révéler ces violences-là. Aller vers un éducateur qui travaille dans ce foyer, c'est très compliqué parce qu'on se dit si j'ai subi ces violences, c'est aussi parce qu'il a été en incapacité de me protéger. Donc forcément, si je vais dénoncer les violences que j'ai subies, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Est-ce que je vais être réorienté ? Est-ce que je vais subir des représailles ? Est-ce que la personne à qui je vais les dénoncer va réellement avoir le pouvoir d'agir ? Et puis si je les dénonce, c'est quoi les suites de manière très concrète ? Et toutes ces questions-là entravent finalement les révélations de violences potentielles qui pourraient être vécues dans le cadre d'un placement à l'aide sociale à l'enfance. Alors que si un avocat avait été présent à mes côtés, je suis convaincu. Ah mais évidemment, j'en suis convaincu parce que je sais quel est le rôle d'un avocat, je sais qu'il est là pour me défendre et ça aurait permis d'en discuter en tout cas avec un adulte de confiance et d'avoir ensuite des voies de droit, mais des voies qui permettent de faire cesser ces situations-là. Et surtout parce qu'il est soumis à un principe d'indépendance. Il est indépendant de toute pression extérieure, parents, justice,
et aide sociale à l'enfance au cas échéant. Donc il est l'avocat de l'enfant, donc lui n'a aucun état d'âme à défendre les intérêts de l'enfant jusqu'au bout. Absolument. Ouais. Alors moi je reviens à ce que tu disais sur l'intelligibilité de la décision et des éléments du dossier. Alors la loi a changé, on y reviendra sur les droits de l'enfant, mais il y a un décret pour nos auditeurs qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils l'ont lu, c'est le décret 2023-914 du 2 octobre 2023 portant diverses dispositions en matière d'assistance éducative, qui modifie notamment le texte du Code de procédure civile sur la notification de la décision. Il fut un temps, n'était notifiée la décision directement au mineur que s'il avait plus de 16 ans, et on lui notifiait le dispositif uniquement de la décision. Or là, ce décret prévoit de lui notifier l'intégralité de la décision, et s'il est discernant. Alors, toute la question, c'est notion de discernement, c'est quoi ? Est-ce que c'est à partir de 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans, 15 ans on ne sait pas. Et puis en plus, ça Pour dépend. moi, elle n'a pas trop d'intérêt, cette notion, parce qu'à partir du moment où un enfant, on considère un enfant comme sujet de droit, il faut qu'il y ait quelqu'un à ses côtés pour les défendre, qu'il soit discernant ou pas. Évidemment qu'un nourrisson de moins de 3 ans qui n'est pas doté de la parole ne pourra pas porter sa voix face à un tribunal. L'avocat ne pourra pas non plus le faire à sa place, parce qu'il ne s'exprimera pas. Mais il y a néanmoins d'autres aspects sur lesquels l'avocat a un intérêt à être là et à agir, sur les droits procéduraux par exemple. Moi, sur les droits procéduraux, très bien, sur la présence du greffier. Mais la présence du greffier, c'est un truc moi, qui me rend un peu cinglé, parce que je me dis, on a aujourd'hui dans des juridictions des audiences qui se tiennent. Alors moi, je l'ai vu en tant qu'éducateur spécialisé, des audiences qui se tiennent où il n'y a pas de greffier. Mais en fait, il faut se rendre compte que derrière, c'est quand même des enfants qu'on plonge en insécurité juridique. On a des parents qui sont de plus en plus informés de leurs droits, qui, eux, ont cette facilité à pouvoir demander l'assistance d'un avocat, donc qui connaissent les voies de recours quand les droits procéduraux ne sont pas respectés. Et quand on tient des audiences sans greffier, alors je ne jette pas de responsabilité sur les magistrats, parce qu'on connaît l'état de la justice. Exactement. Et de l'absence de moyens, mais le fait est que cette insécurité juridique, elle peut avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques. Si la procédure ne tient pas parce qu'on n'a pas respecté les voies procédurales, un enfant peut être remis à ses parents comme ça parce qu'il n'y a pas de greffier à l'audience. Exactement. Alors que le danger a été établi. C'est scandaleux. Ouais. Et l'avocat est là aussi pour veiller. C'est une insécurité juridique. Absolument. Oui. Alors, justement, rétrospectivement, si on t'avait notifié l'intégralité de la décision, comment tu l'aurais perçu ? Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait que, là aussi, au moment de la notification, il soit accompagné pour relire à tête reposée cette décision dans son intégralité ? Il y a des éléments... des données extrêmement sensibles dans la décision. Il y a des éléments d'information qu'il faut aussi pouvoir aménager pour lui permettre de comprendre pourquoi. Moi, enfant, je n'ai jamais été destinataire de quelque ordonnance de placement que ce soit. Même quand tu avais plus de 16 ans ? Non, je l'ai découvert à ma majorité quand j'ai consulté mon dossier. Voilà. J'ai découvert les ordonnances du tribunal à ce moment-là. Mineur, je n'ai jamais reçu ni convocation, ce qui est d'ailleurs quand même un petit peu absurde, parce que sur les convocations est clairement fait mention le fait d'avoir le droit d'être assisté par un avocat. Donc si on le met sur les convocations, c'est bien pour que l'enfant qui, avant les différentes réformes, devait être à l'initiative de cette demande, puisse pouvoir la faire. Sauf que quand on ne reçoit pas les convocations, on ne peut pas exercer un droit, notamment celui d'être assisté par un avocat. Mais moi, j'ai pas en tout cas été destinataire de ces éléments-là, mais tu as raison, je pense que c'est quelque chose de fondamental que d'expliquer, au-delà de recevoir la décision, mais d'expliquer à l'enfant, de décrypter les mots juridiques, de décrypter les motifs qui ont conduit à telle décision. Et le rôle de l'avocat, il est aussi très important, parce qu'en fait, dans tout le... pardonnez-moi l'expression, mais le bordel institutionnel et le turnover qu'on peut rencontrer à l'aide sociale à l'enfance, lui peut faire office de fil rouge. En général, un avocat d'enfant qui démarre l'assistance d'un enfant en assistance éducative, il le fait jusqu'au bout. Il ne le fait pas pour 1 an, il ne le fait pas pour 6 mois, il le fait tout au long de la procédure, quand bien même elle dure 10 ans, enfin, en tout cas jusqu'à ce qui continue d'exercer, mais donc ça permet aussi d'avoir ce fil rouge là où aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance n'est plus en capacité de pouvoir le faire. Il y a des années, on avait un éducateur, il restait 10 ans, donc il y avait ce retour-là sur les années précédentes, sur les évolutions qu'il avait pu observer. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est cet accompagnement qui est important pour l'enfant. C'est de pouvoir se référer
à un référent, c'est-à-dire Ouais, d'avoir quelqu'un qui va le suivre et avec lequel il va pouvoir parler, discuter et puis mûrir et aussi. de se sentir en pleine possession de Ouais. droits, parce que le problème Mm. de ne pas les connaître et de ne pas avoir quelqu'un pour en informer l'enfant, c'est qu'on peut parfois aussi se sentir dépossédé d'une procédure qui nous concerne. Genre Mais on est... pourtant, il y a beaucoup de juges qui s'attachent quand même à, après avoir entendu l'enfant. Alors, parfois, il y a des audiences qui se tiennent en décalé. On entend d'abord Mm. l'enfant parce que c'est pas possible de le mettre en présence de son parent ou de ses parents. Et ensuite, on va prendre une décision derrière. Et puis, parfois aussi, il y a des juges qui prennent le temps, le soin de pouvoir, de pouvoir expliquer la décision. Absolument. Mais c'est pas la même chose que d'y revenir autant de fois qu'on a envie. Le temps du juge n'est pas celui de l'enfant. Non. Et le temps du juge n'est pas celui de l'avocat qui peut, si tu as besoin de me voir dans une semaine ou dans 15 jours ou dans un mois, tu viens me voir. Oui, et puis tu sais, quand tu as un juge des enfants qui en effet prend ce temps au moment de l'audience de t'expliquer pourquoi il prend telle décision, qu'est-ce qui l'a conduit à ça, je te dis, c'est un moment tellement singulier dans le parcours d'un enfant Ouais. placé, c'est un moment tellement chargé, tellement intense émotionnellement, qu'il y a On des choses n'entend pas. il y a des choses qui rentrent dans une oreille et puis qui Ouais, c'est ça. ressortent par l'autre. Je veux dire, c'est très angoissant. Puis la justice, il y a toujours cette image quand on est enfant de se dire est-ce que je vais aller en prison. Enfin, on se rend pas compte, mais pour un enfant, Ah oui, alors qu'il c'est n'est pas hyper, coupable de non, quoi que mais ce c'est soit. hyper chargé. Donc, Ouais. donc forcément, il y a des choses qu'on va entendre physiquement, que notre oreille va entendre, mais que notre cerveau ne va pas toujours assimiler et comprendre. Et ce retour-là, oui, il est extrêmement précieux. C'est ce qui permet de comprendre ce qu'on fait à l'aide sociale à l'enfance. Alors, justement, j'évoquais le décret du 2 octobre 2023, mais qui est un décret d'application d'une loi qui date du 7 février 2022, qui est la loi dite Adrien Taquet, qui a eu pour effet de créer un certain nombre de dispositions nouvelles en termes de droit. Bon. Il y a une disposition dans le Code civil qui prévoit notamment que lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut décider d'office de faire désigner un avocat pour un enfant. Discernant, enfant discernant, parce qu'on n'a toujours pas Alors, réussi à faire sauter cette... lorsqu'il n'est pas discernant, à ce moment-là, il demande la nomination d'un administrateur ad hoc, et cet administrateur ad hoc, voilà. Bon. Mais il y a quand même la condition de l'intérêt de l'enfant que le juge décide que c'est. Ouais. Mais moi, je me pose toujours la question. C'est très particulier parce le juge, dans ces cas-là, est juge, mais aussi partie. Mais je me pose toujours la question de ça. Mais quand est-ce que ce ne serait pas son intérêt finalement, je suis d'accord. C'est toujours son intérêt. Mais d'ailleurs, tu as eu une expérimentation dans les Hauts-de-Seine, alors avant le vote de la loi de 2022, mais où les magistrats, les juges des enfants du tribunal pour enfants de Nanterre, certains en tout cas, désignaient systématiquement un avocat aux mineurs, même si le discernement n'était pas clairement établi. Parce que je sais que pour les nourrissons, ils ont également désigné des avocats. Et les retours sur expérience, en tout cas de ce que j'en ai lu, parce qu'ils ont publié un article dans la revue Délibérée qui est, qui est extrêmement passionnant et plutôt très positif. Voilà. Parce que justement, les magistrats sont amenés à se poser des questions qu'ils ne se poseraient pas nécessairement autrement que si l'avocat ne venait pas les soulever. Et du coup, ça permet de rendre de faire vivre la procédure avec plus d'intensité, avec plus de densité que ce qu'on peut observer quand les avocats ne sont pas présents. Alors effectivement, c'est à l'initiative du barreau des Hauts-de-Seine qui avait mis en place ce dispositif et on a eu un rapport extrêmement complet de la part du barreau des Hauts-de-Seine qui était un rapport extrêmement positif. En indiquant que tout le monde y avait trouvé que des intérêts. Mais même les parents. Les parents, les enfants, bien sûr, et même les juges. Parce que parfois, on peut aussi s'appuyer sur le positionnement de l'avocat qui défend l'intérêt de l'enfant pour pouvoir aussi expliquer une décision qui va aussi dans le sens de l'intérêt de l'enfant. Donc ça, c'est positif pour tout le monde. Et c'est sur cette base-là que le Conseil national des barreaux, notamment, a souhaité, dans la prolongation de ce que le défenseur des droits disait, de ce que la présidente de la délégation aux droits des enfants à l'Assemblée nationale, Perrine Goulet, souhaitait également qu'on étende ce dispositif par une expérimentation qui commence à
va voir le jour, et d'ailleurs qui va être financé, puisque j'ai cru comprendre que dans le projet de loi de finances, on avait un budget supplémentaire pour pouvoir permettre cette expérimentation. Alors, je tiens à dire quand même, parce que tu parles de Perrine Goulet, et moi je la remercie pour tout le travail qu'elle mène. Quand le projet de loi Taquet a été voté à l'Assemblée nationale, on a eu un amendement qui a été déposé par Guillaume Chiche, qui visait justement à rendre obligatoire l'assistance, la présence des avocats en assistance éducative, même pour les enfants non discernants. Cet amendement, il a été voté à égalité. Il y a eu autant de voix pour que de voix contre. Alors, j'ai plus le chiffre en tête. Et le règlement à l'Assemblée nationale veut qu'en cas d'égalité, c'est le contre qui l'emporte. Mais on était à un cheveu en 2022 de rendre obligatoire la présence systématique des avocats auprès d'enfants placés. Voilà, c'était la petite parenthèse. Tu as bien raison de la rappeler. Mais donc, le dispositif va se mettre en place à partir de maintenant. D'ailleurs, il y a plusieurs barreaux avec plusieurs juridictions qui ont signé des conventions. Et moi, ce que j'espère, c'est que ce soit effectivement mis en application et que ça fonctionne. Oui, moi aussi, parce que je pense que les vertus sont extrêmement nombreuses. On l'a dit, la connaissance, en tout cas la pédagogie auprès des enfants sur les droits qui sont les leurs, la lutte contre les maltraitances institutionnelles. Ça permet de redonner confiance aussi, en tout cas aussi envers le système de protection de l'enfance, de voir que toutes les parties sont assurées d'être défendues correctement et de voir leur intérêt porté par des personnes qui n'ont pas d'intérêt autre que celui-ci. Et puis en plus, d'ailleurs au-delà de ça, les avocats, ce que je disais, c'est vraiment un fil rouge dans les parcours des enfants. Et c'est très important, notamment parce que quand on atteint la majorité, il y a aussi d'autres droits à aller défendre. Et les avocats d'enfants, par exemple, on a beaucoup parlé des enfants placés qui qui sont malheureusement sans domicile fixe à l'âge adulte, notamment à 18 ans. Faute de projet. Faute en tout cas de maintien de leur protection et d'accompagnement, ce qui est aussi une obligation. Et projet pour l'enfant derrière, parce que parfois, il manque, on sait qu'il n'y a pas forcément tous les départements ne mettent pas en place des projets pour l'enfant, et notamment après la prise en charge. Et moi, ce que je trouve beau justement là-dedans, c'est que les avocats qui suivent les enfants pendant leur parcours à l'aide sociale enfance, ils les accompagnent aussi à l'âge adulte à 18 ans dans la demande de leur APJM, donc l'accompagnement jeune majeur, donc la prolongation de leur placement à l'aide sociale enfance, mais à la majorité, après 18 ans. Donc ils font valoir aussi des droits pour la suite, et ça ne s'arrête pas uniquement à 18 ans finalement. Puis on voit aussi que les avocats sont présents parfois dans des dossiers au pénal et au civil, parce qu'on peut avoir des doubles prises en charge. Donc il y a une cohérence en tout cas Je confirme complètement ce que tu fais, ce que tu dis, puisque j'en suis le témoin vivant d'avoir accompagné des enfants, filles ou garçons, très tôt, très jeunes, et puis de les avoir conservés comme clients plus tard. Quand ils étaient jeunes parents, parce que c'est pas facile quand on est jeune parent après un vécu et une histoire compliquée, et qu'on est confronté aussi à des difficultés. Quand il y a eu une défaillance éducative, on est aussi parfois en difficulté soi-même, et on se tourne vers qui ? Vers mon avocat. Mon avocat, c'est mon ça. Avocat. C'est pas l'avocat, c'est mon avocat. C'est comme ça. Mon juge, on disait jamais on va voir le juge, je vais voir mon juge, tu vois. Et on m'appelle Arnaud. Est-ce que tu es encore là ? Ben oui, je suis encore là. Mais en tout cas, on pourrait rester des heures, Lies, à évoquer tout ça. Il y a plein d'autres questions qu'on aurait pu évoquer, les difficultés liées aussi à l'exécution des mesures des juges des enfants, parce qu'il y a des décisions qui sont prises, il y a des ordonnances de placement provisoire. La symétrie, pourquoi des parents auraient le droit d'être assistés d'un avocat et les enfants qui sont tout autant partis à la procédure qu'eux ne l'auraient pas. Comment on fait pour... tu vois, par exemple, dans les audiences où tu as une salle d'audience chez un juge des enfants, c'est quand même... c'est pas des grandes salles. Tu as un éducateur ou une éducatrice de l'aide sociale à l'enfance, tu as ton parent ou tes deux parents qui eux-mêmes sont accompagnés de l'un ou de chacun de leur avocat ou d'un avocat. Tu as le greffier si on a suffisamment de moyens pour faire en sorte qu'il soit présent. Il y a le juge, il y a l'enfant lui-même. Donc en fait, tu peux facilement te retrouver en tant qu'enfant face à 5-6 personnes face à toi qui sont toutes des personnes adultes sans forcément avoir d'adulte, toi, spécifiquement à tes côtés. Donc il y a... Voilà, tu l'as dit, on pourrait continuer pendant des heures, mais en tout cas, j'espère qu'on a fait la démonstration que la présence des avocats de manière systématique aurait une multitude de vertus pour l'avenir de la protection de l'enfance et des enfants.
En tout cas, Lies, merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. Et puis, je donne rendez-vous à nos auditeurs pour d'autres podcasts sur le sujet. Il y en a tellement sur le droit des enfants. On l'évoquera. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et je sais à quel point tu es très investi dans tout cet engagement qui est le tien. Merci beaucoup, Lies, d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. À bientôt.